L'actualité se renouvelle au Bénin et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, ce sont des partenaires essentiels pour les femmes tout au long de leur parcours de maternité. Il s'agit des sages-femmes en offrant un soutien émotionnel, des conseils pratiques. Elles aident à créer un environnement serein et sécurisant pour les futures mères. Que comprendre de ce métier noble? La réponse dans ce journal. Le Togo est officiellement entré dans la 5e République. Ce samedi, Faure Gnassingbé a prêté serment devant la Cour constitutionnelle en tant que président du Conseil des ministres, fonction désormais centrale de l'exécutif. Vous suivrez les analyses d'un géopolitologue dans cette édition. Et puis, en Côte d'Ivoire, la coalition d'opposants CAP-CI appelle au dialogue pour un scrutin transparent et inclusif. Les détails dans un instant. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Dans un contexte où la santé des femmes est primordiale, les sages-femmes occupent une place essentielle. Ces professionnels dévoués accompagnent les femmes tout au long de leur expérience maternelle, depuis les premiers signes de grossesse jusqu'à l'accouchement et le suivi postnatal. Leur rôle dépasse largement le cadre médical. Elles sont des sources d'écoute et de soutien, veillant au bien-être des mères et des nouveau-nés. Que comprendre du métier de sage-femme? La réponse dans cet élément. Vous avez des sages-femmes qui sont, on appelle des cliniciennes, qui sont dans les maternités. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit la grossesse du début jusqu'à 9 mois. Elle s'occupe même des fois du couple, parce qu'il faut qu'elle parle, donner des conseils à la femme et à son époux. Elle prescrit des analyses à faire, des analyses prénuptiaux, des analyses pendant la grossesse, et tout ça, elle prescrit. Et elle suit la dame, elle lui donne des rendez-vous. Elle suit la grossesse au moins 8 consultations. J'avais envie, j'avais la vocation. Et non aujourd'hui où nous, parents, nous disons, bon, tu as étudié, tu dois faire quelque chose, tu dois réussir dans la vie. Je ne peux pas avoir des enfants qui ne vont pas travailler. Et on pousse les enfants. Forcément, on les pousse à aller chercher du boulot, parce qu'on ne prend pas une fille qui a terminé ses études de sa maison, on lui dit, écoute, rentre dans la maternité, tu vas accoucher. Non, hein, c'est un cycle vraiment long où il faut bien étudier, bien travailler et suivre les règles. L'être humain, c'est une personne où, quand tu rates une simple injection, quand tu rates les soins indiquer les soins à prodiguer, la personne, ce n'est pas une feuille où on froisse, on jette, c'est un être humain qui peut se retrouver banalement à la mort. Ce métier-là, c'est avec une grande émotion que nous l'exerçons. Parce que vraiment, voilà une personne qui est devant toi, qu'on ne dise pas que tu as tué, or on ne tue même pas. Et une femme, dès que une femme enceinte se présente, ça veut dire, c'est plus simple lorsqu'elle se fait suivre. Lorsque tu connais cette femme-là qui veut accoucher, si elle se fait suivre, c'est simple de terminer l'accouchement. Mais si c'est une personne que tu ne connais pas, qui se présente devant toi, les difficultés, ça, il faut les prévoir déjà. Accoucheuse traditionnelle, on en parlait. Matrone, on en parlait aussi. Mais aujourd'hui, c'est la sage-femme. Parce que le taux de mortalité maternelle est très, très élevé dans mon pays. Et s'il faut qu'on puisse réduire ce taux d'ici 2030, c'est déjà là, hein, il faut une sage-femme. La grande différence, c'est que les matrones, il y a des matrones qu'on connaissait, hein, qui ne sont jamais allées à l'école et qui ont vu comment nos parents ils ont fait pour accoucher. Mais en ce moment, la femme peut saigner et mourir. Il y avait plus de mortalité maternelle. Une accoucheuse traditionnelle, non, non. J'en connais malheureusement d'où je suis venu, de mon département.
Mais on perd beaucoup de femmes comme ça. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Si l'accouchement, ce n'est pas une bonne position, si c'est le placenta qui couvre le col, comment elles vont faire? Si c'est une mauvaise position, comment elles vont faire? Si le bébé est gros, ce qu'on appelle la disproportion fœto-pelvienne, si l'enfant ne peut pas passer par le bas, vous n'allez pas forcer, non? On le fait aujourd'hui, on le fait passer par le haut, ce qu'on appelle une césarienne qui se fait par les gynécologues obstétriciens. Est-ce que les accoucheuses traditionnelles, est-ce que les matrones, elles peuvent faire ça? Je dis non. Soyez fermes, pensez à la mère et au nouveau-né. Pensez à notre profession qui est une profession noble et pensez à la nation. Parce que si on n'a pas des femmes en bonne santé, des bébés, des hommes en bonne santé, la nation n'évolue pas. On parle à présent de sujets qui suscitent débat et réflexion. Il s'agit de la circoncision dans certaines cultures. Elle est perçue comme un rite de passage, une tradition profondément ancrée dans les croyances et les pratiques religieuses. Dans d'autres contextes, elle est envisagée sous un angle médical. L'hôpital en tant qu'institution de soins joue un rôle crucial dans la réalisation de cette intervention chirurgicale. Suivons ce reportage. La circoncision est considérée comme l'une des procédures chirurgicales les plus anciennes. Cette pratique datant de l'Antiquité représentait une marque d'appartenance dans la communauté juive. La circoncision est profondément ancrée dans la culture béninoise et joue un rôle central dans la définition de l'identité masculine. Le bien fondé de ce geste, c'est qu'en général, ça permet en fait d'éviter les infections, certaines infections. Ça limite l'exposition à certaines infections. Donc c'est un bien fondé qui est vraiment majeur. D'ailleurs pour nous, il arrive que certains enfants, déjà à la naissance, on décide de leur faire la circoncision parce que ce sont des enfants qui sont à risque de faire des infections urinaires à répétition. Et on décide donc de leur faire la circoncision le plus tôt que possible pour éviter que ces infections ne surviennent et détruisent leurs reins. Donc sûrement que les anciens avaient déjà vu ces infections-là se répéter chez certains enfants qui peuvent aller jusqu'à la mort. La circoncision tient compte de plusieurs facteurs, la santé, l'âge et les préférences individuelles. Dans de nombreuses cultures et religions, elle est pratiquée en fonction de l'âge. Donc l'âge pour circoncire l'enfant varie donc en fonction de la pathologie devant laquelle on se trouve. Si c'est les circoncisions rituelles habituelles, pour des raisons socio-culturelles comme c'est chez nous, nous conseillons en général que la circoncision soit effectuée à l'âge de 6 mois. Aujourd'hui, on fait la circoncision, on finit, l'enfant doit pouvoir s'amuser automatiquement. La sécurité et l'hygiène sont des préoccupations essentielles lors de la circoncision. Si elle devrait se faire, l'option de centre de santé est préconisée par les spécialistes. Je pense qu'aujourd'hui, le lieu idéal pour faire une circoncision, c'est normalement un bloc opératoire. Ce n'est pas seulement un centre de santé, c'est un bloc opératoire. Un bloc opératoire avec présence d'un anesthésiste, présence d'un chirurgien, et on fait la circoncision de façon sécuritaire. Normalement, c'est ça. Donc, c'est l'hôpital. Et plus précisément, dans l'hôpital, c'est au niveau du bloc opératoire que cela doit se faire. La circoncision à la maison, nous avons vu beaucoup de dégâts liés à cela. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas. Ce n'est pas parce que je suis du domaine médical, mais je ne conseillerais pas aujourd'hui une circoncision à domicile. C'est vrai, nous, on a fait ça à domicile. Mais quand on voit aujourd'hui et qu'on compare, on voit nettement que faire la circoncision à la maison n'est pas vraiment rentable. On reçoit régulièrement des enfants pour qui on fait une circoncision à domicile et finalement on lui coupe la tête du pénis, on lui coupe le gland dont j'ai parlé. J'ai eu encore en mémoire ce joli garçon, teint clair, vraiment mignon. Je ne vais pas dire son nom parce que son prénom m'est resté jusqu'à présent. On lui a fait la circoncision à domicile, on a coupé le gland. Il est revenu parce que quand on coupe le gland comme ça, vous voyez comment est-ce qu'il va pouvoir tenir un rapport sexuel, comment est-ce qu'il va pouvoir jouir. Non seulement ça, déjà, l'urètre par lequel les urines sortent, comme on a coupé le gland, ça va se sténoser. Ça fait partie des complications de la circoncision qui se rencontrent beaucoup plus en fait à domicile.
On ne le dit pas pour juste que les gens viennent à l'hôpital parce que nous on veut travailler. Mais non, on le dit parce qu'il y a trop de complications liées aux circoncisions effectuées à domicile. Il est donc important que la circoncision soit effectuée dans des conditions requises pour réduire le risque d'infection selon le spécialiste. Il prodigue quelques conseils à l'endroit des parents. Je voudrais dire aux parents d'enfants garçons que normalement la circoncision, pour des raisons que je viens d'énumérer, au vu des complications qui sont très fréquentes, pour les circoncisions effectuées à domicile, il est important de faire la circoncision idéalement dans un milieu médical, si possible même avec un chirurgien pédiatre. Je pense que ce serait vraiment bien pour d'abord le côté esthétique de la chose, le côté sécuritaire de la chose. Au dire du docteur Serge Mechirungbe, chirurgien pédiatre, un centre de santé doté d'un bloc opératoire reste le cadre idéal pour circoncire les enfants en raison des dispositions et de l'hygiène qui s'y trouvent. On s'intéresse à présent avec cette autre actualité. Faure Gnassingbe a changé de titre président de la République depuis 20 ans. Il est en un instant devenu ce samedi président du Conseil des ministres par désignation de l'Assemblée nationale. Cet homme de 58 ans qui a succédé à son père Gnassingbe Eyadema est désormais assuré de pouvoir se maintenir à la tête du Togo durant au moins 6 ans renouvelables sans limitation de mandat. Suivons ici les analyses d'un géopolitologue sur l'actualité. Il y a un président de la République, il y a un président de façade, un président cosmétique qui n'a plus les attributs du détenteur du pouvoir exécutif. Donc, oui, le pouvoir reste concentré entre les mains de M. Faure, du président Faure, mais l'attribut a changé, il est désormais président du Conseil, il n'est plus certes élu au suffrage universel, c'est-à-dire via un vote ou une élection direct, mais il est désormais choisi par une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui voudrait dire que celui qui va remporter les prochaines élections législatives a la clé désormais pour désigner le chef du pouvoir exécutif. Donc la bataille aujourd'hui devra se concentrer sur le législatif. Je pense qu'on a arraché au peuple ce pouvoir de désigner librement ses dirigeants, surtout provenant de l'exécutif. C'est un rôle essentiel. Donc, l'absence de ce droit universel qui permet au peuple de désigner à suffrage universel direct leur chef de l'État n'est plus possible aujourd'hui. Et c'est encore plus terrible, le constat est encore plus terrible et alarmant quand on se rend compte que ce changement de la Constitution s'est effectué sans un référendum. Et ça pose plusieurs problèmes parce que changer de république, changer la loi fondamentale, changer de régime politique en passant d'un régime présidentiel à un régime parlementaire sans un référendum, ça interroge par rapport à la façon dont tout ça s'est tramé. Donc on peut comprendre derrière le rejet de la classe politique, le rejet d'une bonne partie des Togolais, sinon, à défaut de rejet, l'incompréhension des Togolais vis-à-vis de ce nouveau régime. On peut critiquer ce qui se passe, mais on peut aussi saluer le stratège qui est fort, Gnassingbe désormais, parce qu'il a usé de stratégie pour dominer et assujettir toute la classe politique et même imposer cette décision de changer la loi fondamentale togolaise qui passe désormais à une 5e république. On peut saluer le stratège. On peut aussi souligner un fait important, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que le président Faure Gnassingbe ne sait pas compliquer la tâche en instaurant une 5e république, en changeant de dénomination ou de fauteuil et en passant désormais peut-être plus dans l'ombre, mais en étant beaucoup plus actif, parce que quand on parlera du président du Conseil des ministres, il va certainement plus s'afficher sur tous les fronts. Est-ce que ça va permettre au Togo de s'améliorer sur le plan économique, sur le plan social et aussi sur le plan institutionnel? Parce qu'il faut rappeler une chose importante, la fragilité des États africains
ne découle pas forcément d'un régime parlementaire ou présidentiel, mais découle plutôt de la faiblesse des institutions. Ça, on le rappelle toujours depuis 1960. Les différents régimes qu'on a eu en Afrique subsaharienne ont été plus fragilisés parce qu'il n'y a pas d'institutions fortes. Et est-ce que le Togo va relever ce défi de renforcer les institutions, notamment le Parlement, ce qui est fait, puisque c'est désormais le Parlement qui est l'élément central qui désigne et le président de la République et le président du Conseil. Est-ce que l'appareil central qui constitue désormais le pouvoir exécutif va pouvoir répondre aux problèmes auxquels font face les Togolais aujourd'hui, notamment la question économique, la question de l'inflation, la question également sociale? Est-ce que le désormais président du Conseil des ministres, le président Faure, va se muer en cette force qui ne va plus écouter les gens et taper tout le monde quand le besoin va se sentir? Telles resteront les questions qui seront posées. Espérons que ce soit un changement positif pour le Togo. En Côte d'Ivoire, la coalition de l'opposition, la CAP Côte d'Ivoire, renouvelle son appel au dialogue avec le gouvernement. Cette coalition formée le 10 mars dernier regroupe plusieurs figures de l'opposition, telles que Pascal Affinguessan du FPI, Charles Blé Goudé du COGEP ou encore Tidjane Thiam du PDCI. Cette coalition est toujours critique vis-à-vis de la commission électorale indépendante qu'elle estime être partiale. Le reportage. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire a appelé lundi au dialogue à 6 mois de la présidentielle 2025. Le mouvement d'opposition a annoncé un grand meeting pour le 31 mai. C'était à l'occasion d'une conférence de presse à la maison du PDCI RDA, membre de la coalition. Il était question pour les partis d'opposition de dresser un état des lieux de la situation sociopolitique. La CAP Côte d'Ivoire a attiré l'attention sur l'exclusion de plusieurs personnalités politiques du processus électoral, dont Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Tidjane Thiam. Au cours de cette conférence, la coalition a réaffirmé son opposition à un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara, qu'elle juge contraire à l'esprit de la Constitution. Indiquant des irrégularités dans la révision de la liste électorale, la coalition a regretté l'absence de dialogue politique, malgré les appels répétés de l'opposition depuis août 2024. Un pas significatif semble avoir été franchi dans la quête de stabilité pour la région des Grands Lacs. La RDC et le Rwanda ont officiellement soumis un avant-projet d'accord de paix conformément aux engagements pris lors de la signature de la déclaration de principe le 25 avril dernier à Washington. Cet événement diplomatique qui s'inscrit dans une dynamique régionale témoigne d'un espoir fragile mais réel. Suivant. Un responsable américain a déclaré lundi sur les médias sociaux que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont soumis un projet de proposition de paix. La rédaction de ce texte intervient dans le cadre du processus dirigé par les États-Unis qui pourrait mettre fin au combat dans l'est de la RDC. Le conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Massad Boulos, a déclaré qu'il saluait le projet de texte reçu à la fois du Congo et du Rwanda, le qualifiant d'étape importante. Les détails du projet n'ont pas été immédiatement clairs, notamment sur la proposition de faciliter l'accès des États-Unis aux minerais essentiels de la région, ce que le président congolais Félix Tshisekedi avait mentionné en échange de l'aide des États-Unis pour calmer les hostilités. Le conflit qui dure depuis des décennies dans l'est du Congo s'est intensifié en janvier lorsque les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de la ville stratégique de Goma, puis de la ville de Bukavu en février. Les combats ont fait quelques 3000 morts et font craindre une guerre régionale plus étendue. Un tribunal kényan a inculpé ce lundi 4 policiers pour crimes contre l'humanité en raison de leur implication présumée dans la mort d'un bébé lors de la répression de manifestations consécutives à l'élection contestée de 2017. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, la police est régulièrement accusée de brutalité et d'exécution par des civils et des organisations de défense des droits humains. Le reportage. 4 policiers kenyans ont été inculpés pour crimes contre l'humanité.
Accusés d'avoir tué un bébé lors de la répression des manifestations qui ont suivi l'élection contestée de 2017, les 4 officiers ont plaidé non coupables selon les médias locaux. Les poursuites contre 8 autres agents ont été abandonnées en raison de ce que le bureau du procureur a déclaré être des preuves insuffisantes. Les défenseurs des droits, y compris la section kenyane d'Amnesty International, ont condamné cette décision, estimant qu'elle avait été prise sans la participation de l'autorité indépendante de surveillance de la police, qui avait enquêté sur l'affaire. La police kenyane est souvent accusée de brutalité et d'exécution extrajudiciaire par des civils et des groupes de défense des droits, mais les agents sont rarement inculpés et presque jamais condamnés. Samantha Pendo, âgée de 6 mois, est décédée en août 2017 dans la ville de Kisumu, dans l'ouest du pays, après que des policiers ont lancé des gaz lacrymogènes dans sa maison, l'étouffant et la battant, selon le témoignage de sa mère à l'époque. Une enquête sur l'incident a été ouverte en novembre de la même année. Le bureau du procureur a recommandé que 12 officiers soient inculpés pour la mort de l'enfant et de 39 autres manifestants lors des manifestations organisées dans tout le pays en 2017. 5 cardinaux africains figurent parmi les personnalités clés du conclave qui s'ouvre ce mercredi au Vatican pour désigner le prochain pape. Ils représentent différentes branches de l'Église, des très conservatrices aux réformistes. Certains sont même cités comme de possibles successeurs de François. Suivons ici le portrait. 133 cardinaux éliront le nouveau pape pendant le conclave qui aura lieu dès mercredi 7 mai. Parmi eux, 5 sont issus du continent africain et représentent différents courants de l'Église, des conservateurs convaincus aux réformateurs. Certains sont même cités comme successeurs potentiels du pape François. Le Ghanéen Peter Turkson est un défenseur des droits de l'homme et de la non-violence. À 76 ans, il a été pendant près de 10 ans à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix. Proche du pape François, qu'il avait envoyé au Soudan du Sud pour assurer une médiation, Peter Turkson adopte toutefois des positions plus conservatrices que lui, notamment sur le sujet de l'homosexualité. L'archevêque congolais Fridolin Ambongo fait également partie du conclave. Connu pour son franc-parler et ses prises de position sur la politique de son pays, il défend la justice sociale, la lutte contre la pauvreté et la démocratie. Il dirige l'organe qui fédère les évêques africains et faisait partie des cardinaux qui entouraient le pape François. Le Sud-Africain Steven Brisling est plutôt libéral. À 68 ans, il est le seul des 2 cardinaux sud-africains à pouvoir voter au sein du conclave. Il est engagé et défend le sort des anciens travailleurs des mines atteints de maladies pulmonaires et dénonce le système de corruption en 2017. Dieudonné Nzapala Nguina a 57 ans. Il est une figure de la réconciliation dans son pays d'origine, la République centrafricaine. Beaucoup pensent qu'il peut succéder au pape François, avec qui il partageait la même vision. Le Guinéen Robert Sarah incarne la branche conservatrice de l'Église. Il est un membre clé du conclave et s'est rendu célèbre il y a 10 ans par un ouvrage, Dieu ou rien, dans lequel il promeut les messes traditionnelles en latin, rejette l'évolution de la liturgie sur le continent africain et qualifie la bénédiction des couples homosexuels d'hérésie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.